Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir de revenir sur cette antenne, sur la 98.7 Radio Océan FM, dans l'émission Océan Politique pour décortiquer l'actualité politique nationale. Comme tous les dimanches, nous recevons un acteur politique ou de la société civile. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, encore une fois de plus, d'inviter Youssouf Gassama. Youssouf Gassama, qui est professeur de lettres, mais également il est analyste politique. Bonjour, M. Gassama. Bonjour, M. Diouf, et merci de me permettre de revenir encore dans cet océan politique, histoire d'en tirer des enseignements, et pour les auditeurs de la 98.7 Océan FM. Merci. C'est notre seconde rencontre pour une revue générale de l'actualité. On a besoin de lui ici parce que, alors, nous avons tellement de choses à dire. Les faits saillants de l'actualité de cette semaine, la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, que les Sénégalais attendaient depuis longtemps, le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son premier discours de 31 décembre, et la création de la Haute Cour de justice sont autant de sujets à développer aujourd'hui sur cette émission. Alors, Monsieur Gassama, commençons par l'affaire d'abord. Omar Diagne, ou le dossier Cheikh Omar Diagne. Il a été limogé le 30 décembre dernier par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'ex-directeur des moyens généraux de la présidence de la République est sorti de sa réserve. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Alors, il a donné un rendez-vous pour les Sénégalais le 11 janvier prochain. Alors, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Peut-on attendre à des attaques de sa part? Bon, et c'est vrai que c'est une affaire qui heurte, parce que voilà un patriote, le professeur Cheikh Omar Diagne, quelqu'un qui a toujours été véridique, qui a participé aussi au combat patriotique, qui était victime aussi de la révolution, qui fait partie quand même de cette génération qui s'est battue pour tourner la page de l'ancien système qui a engorgé le Sénégal, de l'indépendance de Senghor jusqu'à l'émergence de Macky Sall. C'est ce vieux système qui nous a toujours engorgés. Et en tout cas, moi, je reconnais de lui vraiment cet acteur qui a contribué à l'effort de cette révolution, ce qui lui a valu même son emprisonnement et lui a valu encore sa nomination comme conseiller et surtout chargé des affaires, du matériel vraiment, et du palais de la République. Les affaires généraux du palais de la République. Tout à fait. Alors maintenant, le débat, il a ouvert un débat concernant maintenant la légitimité même des tireurs et des tirailleurs sénégalais. Constitués de Maliens, de Sénégalais, de Gabonais, de Burkinabés, Congolais, Ivoiriens, etc. Alors, et Cheikh Omar Diagne disait ne pas être d'accord sur la commémoration de l'esprit de ces tirailleurs. Pour lui, ces tirailleurs sont des trahisseurs qui ont trahi leur peuple pour aller se battre pour l'oppresseur qu'il a nommé la France. J'avoue que le débat s'impose sur la légitimité des tirailleurs, mais ce qu'on retient des tirailleurs d'autre part, c'est des parents, c'est des frères qui se sont battus pour un pays qui a fini par les massacrer. Nous retenons d'eux et nous avons la solidarité en tant que fraternité africaine, en tant que, comment je vais le dire, dans notre culture sociale qui est basée surtout sur la parenté. Nous avons l'obligation de soutenir nos grands-parents qui ont été massacrés par le pays pour lequel ils se battaient. Voilà pourquoi nous commémorons l'esprit des tirailleurs. Alors maintenant, le débat qui s'impose dans la légitimité des tirailleurs,
Monsieur Diouf. Et chez nous, les Mandins, on dit, je cite, « Iko kumado sutiata dala fautaten ». Autrement dit, et toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que si nous analysons cette situation des tirailleurs, depuis l'indépendance de Senghor, on a créé un narratif autour de l'histoire des tirailleurs. C'est-à-dire, c'est des héros, c'est de la bravoure, c'est de la détermination qu'ils ont montré pendant la guerre. Ils doivent être rémunérés, félicités, rétablis dans leurs droits, et ce qui ne fut pas le cas, et il fut massacré. Et même le pays colonisateur a reconnu que ce fut un massacre. Ce fut un massacre, et il a même reconnu la bravoure de ces tirailleurs-là. Mais bien sûr, nous avons libéré la France à 2 reprises. De 14-18, l'Afrique a libéré la France. De 39-45, l'Afrique aussi a libéré la France. Et ce sont toujours ces tirailleurs qui se battent pour l'oppresseur. Maintenant, analysons la situation encore de manière plus profonde. Non pas pour chercher celui qui a raison, mais c'est pour rétablir la vérité historique. Et ça, c'est important. Voilà. Légui, qui étaient ces tirailleurs-là? À l'époque, De Gaulle et Faidherbe avaient senti le besoin. Comme ils ne connaissaient pas le terrain, où ils chassaient nos parents, ils ne le savaient pas. Ils ne connaissaient pas notre culture ancestrale, ils ne connaissaient pas notre sociabilité, ils ne connaissaient pas notre langue. Il va falloir des personnes qui sont proches de nous pour pouvoir mieux nous percer. Et il a donc cherché une armée coloniale. C'est ce qu'on appelle la police coloniale, l'armée coloniale. Ça a existé partout dans les colonies françaises. Même le président, j'ai oublié le pays, mais c'est Idi Amin Dada, le dictateur. Et c'était un dictateur, hein, c'est le plus grand féroce dictateur de l'Afrique. Au-delà de Kadhafi, il s'est changé un peu la main avec Kadhafi. Mais Amin Dada était dans l'armée coloniale des Anglais avant de faire un coup d'État pour arriver, n'est-ce pas, à la tête du pouvoir. Mais c'est pour vous dire que ça existe partout dans les colonies. Mais nous parlons des colonies françaises. Mais c'est De Gaulle qui avait recruté. L'AOF. Voilà. Voilà. C'est comment ça s'appelle même? Et Faidherbe qui avait recruté ces gens-là. Pourquoi? C'est pour pouvoir percer les sociétés africaines, à plus forte raison sénégalaises, pour les connaître, mais pour mieux les dominer, pour faire régner l'ordre colonial, pour mieux pouvoir opprimer maintenant les populations sénégalaises et africaines un peu partout. Voilà, maintenant, ces tirailleurs-là, c'est dès le début de la colonisation. Au-delà maintenant de l'abolition de l'esclavage en 1848, il y a eu maintenant une seconde phase après la conférence de Berlin pour changer maintenant le visage de l'esclavage. Comme l'esclavage n'existait plus, il fallait aller coloniser, donc dominer. C'est comme ça que se définit la colonisation. C'est la domination d'un peuple supérieur sur un peuple inférieur. Jugé faible. Ouais, jugé faible comme inférieur. Voilà, maintenant, ces tirailleurs-là, on a forcé certains à aller se battre pour la France. Mais d'autres se sont portés volontaires. Maintenant, analysons froidement. Qui est la France pour nous à cette époque? En 1939. Parce que la guerre a débuté en 1939. Tout à fait. Qui était la France pour nous en 1939? C'était notre oppresseur. Oui. À cette époque, c'est la France qui nous persécutait, qui violait nos femmes, nos sœurs, qui brûlait nos villages avec le sanguinaire Faidherbe, qui brûlait combien de villages à Saint-Louis, égorgeait combien d'imams, bâillonnait nos frères, emprisonnait les uns et les autres, tuait certains. Voilà la France en 1939. Jusqu'en 1945, voilà la France. Voilà, maintenant, si c'est la France en 1939 qui persécutait tes parents, qui pillait tes richesses, qui t'emprisonnait, qui te tuait, qui égorgeait tes imams, qui exilait tes hommes religieux comme Mambamba, qui exploitait tes ressources naturelles. Tes ressources naturelles et tes terres fertiles. Voilà. Alors, maintenant, quiconque voulait se révolter est rapidement brimé, réduit au silence. Maintenant, toi, ton oppresseur a un problème chez lui.
Toi, tu vas l'aider chez lui. Mais qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de tes parents? Attention, posons le débat. Si nous voulons rétablir la vérité. Parce qu'il y en a deux dans cette situation-là. Il y en a deux vérités que nous pouvons tirer dans le même sens. Il y a une vérité que nous avons rejetée. C'est ce que Cheikh Omar a dévoilé. Et ce n'est pas bien. Parce que ça peut heurter énormément des sensibilités. Est-ce que même c'était le moment, parce que les nouvelles autorités ont déjà gagné une... Voilà, ils ont déjà mis un pas. Ils veulent maintenant défendre l'honneur de notre reconnaissance même de ces tirailleurs-là. Et lui, voilà, il est sorti de nulle part et ensuite il a brisé cette Et le président a répondu. Voilà. Parce que si le président sort, nous y reviendrons, sort pour dire, réaffirmer encore cette volonté de vouloir commémorer l'esprit de nos ancêtres, pour pouvoir quand même leur rendre hommage, après leur massacre, n'est-ce pas, ignoble à Thiaroye, nous voulons rendre, et grâce à leur mémoire, nous voulons chanter leur gloire, nous voulons chanter leur détermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, posons des questions. Si la maison de ton oppresseur brûle, tes enfants sortent de la maison pour aller éteindre la maison de ton oppresseur, qui devient-il? En réalité, qui devient-il? Parce qu'en 1939 jusqu'en 1945, la France était notre oppresseur, notre dominateur, notre impérialiste, le lâche. C'était lui qui brûlait les villages, des centaines et des centaines. C'était le lâche qui violait nos femmes. Diouf, c'était le lâche qui emprisonnait nos parents, qui les humiliait. C'est ce que Césaire disait. Un ours qui danse n'est pas un homme qui crie. Parce qu'on nous tapait sous le soleil, pendant que eux, ils se foutaient de nous. Ils se foutaient de notre dignité. Ils se foutaient de notre honneur. Ils se foutaient de notre liberté. Et ce sont ces mêmes enfants qui se sont levés pour aller éteindre la maison de ce lâche-là, qui domine tes parents, qui persécute tes parents, qui élimine tes frères, qui viole tes femmes. C'est difficile parfois, la vérité. Voilà pourquoi je comprends la citation de Boileau quand il dit que le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Explique-nous de manière détaillée. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Le vrai peut ne même pas ressembler parfois à la vérité. On nous dit que Mambamba a prié au fond de la mer. C'est une vérité, mais qui peut paraître invraisemblable. Tout à fait. On dit que nos ancêtres ont trahi. Ce peut être une vérité invraisemblable. Les gens ont compris. Voilà pourquoi toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout à fait. Mais est-ce que ça valait la peine par rapport à sa position? Non. En tant qu'homme d'État, de ministre, alors de casser tout ce... Malheureusement, tous ces bienfaits malheureusement, que le nouveau régime a réussi, malheureusement, et que les gens ont applaudi. Bien sûr, malheureusement, voilà ce qui a heurté. Voilà ce qui a heurté ma sensibilité au regard de sa respectabilité. Je parle de l'homme, Cheikh Omar Diagne. Sa respectabilité s'est tachée vraiment d'un coup heurté. C'est pas normal. C'est un conseiller du président de la République. Au-delà d'être le gérant des moyens généraux de l'État, c'est un conseiller à la présidence. Alors, parfois, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de groupe. Le Sénégal... Il y a même raison gardée. Mais bien sûr, au-delà de l'esprit du groupe, il y a ce qu'on appelle de la raison gardée. Un peu de retenue, un peu de professionnalisme. Parce que le Sénégal a été pédagogique avec cet événement tragique qui ne cessera jamais de heurter notre dignité. Le Sénégal a eu un narratif. C'est quel narratif? C'est vrai, la vérité est dure et blessante. La vérité est parfois coupable. Ce que nous retiendrons de nos ancêtres, c'est qu'ils ont été persécutés. Ils ont été trahis. Ils ont été humiliés. Et c'est une réalité qui est là. C'est pourquoi je te dis,
il y a deux vérités à tirer de cette situation. Mais pourquoi je dis deux vérités? Parce que les deux vérités peuvent en réalité en être une seule vérité complète. C'est que nous, ce que nous retiendrons de nos grands-parents, tirailleurs, c'est qu'ils ont été courageux, c'est qu'ils ont été persécutés, ils ont été trahis, ils ont été humiliés devant le monde entier. Voilà ce que nous retiendrons de nos ancêtres. Voilà pourquoi nous voulons qu'aujourd'hui la France accepte son ignominie, sa lâcheté par rapport aux gens qui se sont battus pour sa liberté, pendant que ses enfants fuyaient la France, pendant que De Gaulle même a déserté les lieux. Lâches qu'ils sont, ils nous ont pris de force. Certains ont accepté, d'autres ont refusé jusqu'à la mort, hein. Il faut aussi le dire. D'autres ont préféré la mort que d'aller défendre la France. D'autres sont partis contre leur gré. Et les uns et les autres sont partis de gré. Mais ils ont libéré la France. Et au finish, De Gaulle nous a trahis. Mais parce qu'on n'avait pas compris que le blanc ne change pas. Seule sa langue change. Monsieur Diouf. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que Cheikh Omar Diagne a été démis de ses fonctions à la suite d'un tollé suscité par ses propos accusant les tirailleurs sénégalais de traîtrise. Chez Gassama, on va aborder un autre sujet brûlant. Barthélémy Diaz, un revers devant la cour d'appel. Bien avant, le Conseil constitutionnel a vu les sages se déclarer incompétents à propos de sa radiation de l'Assemblée nationale. Il ne lâche pas le morceau. Direction Cour suprême. Quelle analyse faites-vous? Bon, à part de dire que c'est un triste événement pour Barthélémy Diaz, lui, je lui passerai tout simplement un vieux dicton qui dit, comment dirais-je même, madame, et quand tu veux prendre le tout, tu risques de n'avoir que la moitié ou de ne rien avoir. Ou de tout perdre. Ou de tout perdre. Voilà ce qui est arrivé à un Domundei, le disait-il lui-même. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la loi est dure, mais c'est la loi. Le gouvernement qu'on a voulu accuser, n'est-ce pas, de cet acte, en réalité, n'en est rien. Barthélémy a été emprisonné par celui-même qui l'a soutenu, par celui-même avec qui il a combiné des dialogues à son avantage. L'avantage d'hier est devenu l'inconvénient d'aujourd'hui. Tant pis. Qu'est-ce que nous avons à voir? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été retenu coupable d'un bon, on va dire meurtre. Voilà, c'est un meurtre, mais involontaire. Il a été accusé d'un meurtre. De meurtre comme ça, involontaire. Mais il y a eu meurtre. Ouais, mais involontaire. Donc il a purgé sa peine et il y a une loi qui vraiment l'interdit d'exercer, n'est-ce pas, sa fonction de maire en ayant cette condamnation définitive. Et heureusement, la condamnation a été effective avant même l'arrivée de ce nouveau gouvernement, parce que sinon, il y aura beaucoup d'arguments qui feront voir des idées coupables. Mais heureusement, la condamnation a déjà été effective. Mais comme si beaucoup pensent qu'on aurait dû l'empêcher d'être candidat. Mais dans ce cas, il aura gagné. Parce que là-bas, son recours sera suspensif. Vous comprenez? Madame, si on essayait de l'empêcher d'aller aux élections, l'acte sera encore plus coupable et plus dérangeant, malveillant que même visible. Parce que quand on dit que ils ont essayé, madame, ils veulent empêcher Barthélémy, le maire de Dakar, d'aller aux élections législatives, ça va faire beaucoup d'écho et ça va être vraisemblable. Et la vraisemblance reste à l'attente de la raison. C'est pourquoi Boileau encore accepte mieux le vraisemblable que le vrai même. Parce qu'il dit que le vrai peut n'être pas vraisemblable, alors que la vraisemblance reste à l'attente de la raison. Alors, Légui, je veux terminer par là. Madame, Légui, c'est un coup contre un coup. Je ne sais pas ce que les gens veulent. Est-ce que nous faisons de la politique ou pas? Parce que la politique aussi, il y a des coups réguliers. Hein? Il y a des coups réguliers. Tout ce que nous pouvons déplorer, c'est des coups irréguliers.
Mais et le patriote qui a fait quand même la demande pour que Barthélemy soit destitué, mais il a été emprisonné par Barthélemy. Et Barthélemy même avait dit à l'époque qu'il a fait de la politique pour l'emprisonner. Mais en retour, le patriote aussi fait de la politique pour le destituer parce qu'il en a l'occasion. L'occasion a toujours fait le larron, hein, monsieur Diouf. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est un citoyen qui avait le droit, un citoyen de Dakar, de sa commune même, qui avait le droit d'aller déposer sa demande au regard maintenant de l'illégibilité de Barthélemy Diaz. Et ce fut le cas. Le préfet a pris toute sa responsabilité, a appliqué le droit et en a tiré toutes les conséquences. Maintenant, Barthélemy aussi, c'est un maire, mais un citoyen qui a des droits. Et ces droits doivent être respectés. Je crois qu'il a déposé des recours. Et vous venez de faire savoir aux auditeurs de Océan FM que 2 de ces recours ont été en vain. Il lui reste un seul recours, direction vers la Cour suprême. Et attendons que le droit soit dit. En tout cas, moi, je ne lui souhaite pas quand même d'être destitué dans sa mairie. Même si, bon, tout porte à croire qu'il sera destitué. Vu la situation, est-ce qu'il aura gain de cause? Non, la loi est claire. Malheureusement. Le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel. Malheureusement. Et enfin, la Cour suprême. Malheureusement. Je vous avais dit ici, à notre première émission, ça sent mauvais. Mais je vous avais dit ici, monsieur Diouf, que nous n'accepterons plus que l'on bâillonne les droits. En refusant toujours le libertinage, hein, mais nous n'accepterons plus qu'on brime des citoyens, qu'on leur extirpe de leurs droits par force. Nous ne pouvons plus accepter ça. Des gens sont morts pour revitaliser l'arbre de la liberté. Nous n'accepterons plus ça. C'est pourquoi ce gouvernement tarde même à poursuivre d'autres personnes par manque de preuves ou bien par manque de preuves sérieuses. Voilà comment devrait marcher un État. C'est comme ça que nous voulons nous autodéterminer. Nous voulons maintenant le sérieux. Nous voulons des preuves. C'est pourquoi nous avons voulu mettre en place un juge des libertés. C'est pour accepter encore les libertés individuelles, privilégier les principes et vraiment négliger les exceptions. Parce que l'emprisonnement, la destitution et l'illégibilité, les droits citoyens, vraiment, sont des principes fondamentaux dans la vie des êtres, des uns et des autres, dans la République. Il faut donc œuvrer à protéger vraiment les libertés individuelles. Voilà pourquoi d'ailleurs Barthélemy jouit de tous ses droits. Il a fait tous ses recours qu'il pouvait et il attend maintenant le résultat de ces appels. Il en a reçu 2 qui sont négatifs pour lui et il attend maintenant sa troisième, l'ultime réponse qui viendra de la Cour suprême. Et bon, voilà, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour lui. Et en tout cas, que le droit soit dit. Tout simplement. C'est tout ce que nous demandons à la justice. C'est ce que les Sénégalais attendent. Bien sûr. Alors, M. Gassama, le projet de loi, alors il fut un temps, ce projet de loi d'amnistie politique adapté au Sénégal. Alors, d'abord, ma question, de quoi s'agit-il et à quoi sert-il un projet de loi d'amnistie? Un projet de loi d'amnistie, madame, d'annulation de l'amnistie ou bien une loi d'amnistie? Une loi d'amnistie. Mais c'est pour... Et surtout une loi d'amnistie adaptée, parce que ça a été adapté. Voilà. Adopté, pardon. Alors une loi d'amnistie, bon, c'est une loi qui consiste vraiment à effacer des faits dans une durée bien déterminée, n'est-ce pas, et qui permet vraiment aux citoyens qui pourraient être accusés des faits criminels, des faits délictuels ou bien des faits d'ordre et de contravention, maintenant peuvent être libres de leurs actes, d'autant que le fait n'existe plus. D'accord? Maintenant, actuellement, il y a encore une loi, n'est-ce pas, qui veut abroger cette loi d'amnistie. Avant l'abrogation, oui. De cette loi-là. Alors, est-ce que l'adoption de la loi d'amnistie serait un affront
Parce que si cette loi d'amnistie-là a été adoptée au Sénégal, c'est parce que il y a eu un tollé, il y a eu des jeunes qui ont été enfermés dans les prisons. Bien sûr. Est-ce que cette loi a été adoptée? Alors, ce n'était pas un affront aux victimes des manifestations, c'était des manifestations meurtrières. Et est-ce que également ça renforçait l'impunité? Mais bien sûr, parce que ça c'est l'extrémité, hein? Parce que c'est l'extrême. Quand on signe une loi d'amnistie, c'est pour l'impunité, parce que personne n'a été jugé, personne n'a été retenu pour coupable, alors que nous avons des gens qui sont persécutés. Les uns sont torturés, d'autres sont morts, certains traînent avec leurs séquelles jusqu'à présent. Donc certains ont perdu leurs biens matériels, les uns et les autres leur emploi. Alors faire une loi d'amnistie qui inclut toutes les infractions conjuguées, c'est-à-dire des crimes de sang et toutes des crimes politiques ou bien des délits ou bien des infractions politiques ou bien des délits politiques, on assortit tout et on annule tout. C'est ce dont nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, j'allais en venir. Alors, cette loi d'amnistie encore refait surface. Oui. Alors, on a déposé la loi pour l'abroger. Alors, mais il y a une députée qui s'appelle Aïssata Tall Sall. Alors, elle s'emporte. Si vous abrogez la loi d'amnistie, vous faites face aux conséquences. Quelles peuvent être les conséquences selon vous? Non, des conséquences ne pourront être que heureuses. Parce que si justice est faite, ce n'est que heureuse. Dure que sera la loi, mais c'est la plus souhaitée. Donc, abroger cette loi d'amnistie est une demande sociale. Alors, les conséquences, nous allons tous les subir ici au Sénégal en appliquant le droit dans toute sa rigueur. Et le Premier ministre lui-même le rappelait à l'Assemblée pour dire aux gens, nous allons tous aller répondre à la justice, et même moi y compris. Donc aller répondre à la justice n'est pas le problème. Mais le problème, c'est ceux qui se sentent morveux. Est-ce qu'elle ne pense pas que cette loi, c'est cette même loi d'amnistie qui a libéré ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? C'est pourquoi elle dit cela. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Madame, de toute façon, cette loi-là, cette loi d'amnistie, vous faites face aux conséquences. Mais bien sûr, nous allons tous faire face aux conséquences de nos actes. Nous n'avons pas peur de nos actes. Les actes que nous avons posés, nous ne sommes pas peur de ces mêmes actes-là. Parce que nous savons que ces actes-là ont été déjà protégés par d'abord la Constitution qui demande aux citoyens de résister face à l'oppression, face au bâillonnement de ses droits les plus fondamentaux. Donc, aller répondre à la justice, ceux qui s'agitent, je crois que c'est à ceux-là qu'on doit demander pourquoi s'agiter. Et d'ailleurs, qui sont ceux qui ont voté cette loi? Qui sont ceux qui ont refusé? Ceux qui ont refusé, aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont arrivés au pouvoir. Ce sont ceux-là qui ont la majorité écrasante. Ce sont ceux-là qui ont introduit la loi d'abrogation de la loi d'amnistie. Alors, qui a donc peur? Si les dépositaires de l'abrogation de la loi d'amnistie ont peur, mais pourquoi l'abroger alors? Maintenant, malheureusement, ceux qui ont voté cette loi d'amnistie, nous sentons la peur dans leur ventre, nous sentons le chagrin dans le visage, les yeux qui rougissent déjà avant même et le premier coup de tam-tam. Il faut attendre, parce que la cour de... Bon, on parle là sûrement de la haute cour de justice, mais il faut dire que c'est déjà installé et là, maintenant, tout est fait, prêt. Nous n'attendons que l'abrogation. Et maintenant, nous verrons. Parce qu'il ne sert à rien d'être un voyant. Il ne sert à rien d'être un futuriste. Il faut juste donner le temps à la justice de faire tout au clair de lune. Voilà tout ce que l'on demande. Alors, sans transition, attaquons directement cette haute cour de justice installée maintenant. Alors, c'est quoi son rôle?
Bon, la haute cour de justice, en réalité, ne doit même pas faire l'objet d'un débat. Parce que c'est constitutionnel. Comme nous sommes habitués à un pouvoir hors la loi, qui était là depuis 12 ans, et qui n'a jamais changé, à installer la haute cour de justice, voilà pourquoi beaucoup de jeunes ne connaissent pas ce que veut même dire la haute cour de justice. Même plusieurs intellectuels n'ont pas eu à mettre la haute cour de justice dans leur jargon, dans les débats, parce que c'est rare. Macky Sall et Abdoulaye Wade, bon, peut-être Abdoulaye Wade, voilà, peut-être on l'avait installé avec Idrissa Seck, avec les régimes passés, mais oui. Elle ne jouait pas. Mais Idrissa Seck a été inculpé pour ça, hein, je crois. Idrissa Seck a été inculpé par la haute cour de justice parce qu'il était ministre lorsqu'on le jugeait de détournement. Et quel est son rôle? Maintenant, la haute cour de justice n'a que deux rôles fondamentaux. C'est-à-dire d'abord de juger les membres du gouvernement et le président de la République en cas de manquement aux droits qui constitue la charte fondamentale de cette nation. Alors, est-ce que juger un président de la République est facile, surtout un président comme Macky Sall? Non, ça ne sera toujours pas facile, parce que même juger un citoyen simple n'est pas facile si nous respectons toutes les normes juridiques. Toutes les procédures. Voilà, ce n'est qu'une question de procédure. Et comme je venais de le dire, ce n'est pas parce que c'est Macky Sall, nous allons accepter qu'on viole ses droits. Il a des droits. C'est là où la loi est devenue dure. Parce que nous-mêmes, on aurait dû voir Macky Sall dans d'autres calvaires. On aurait pu voir Macky Sall dans d'autres humiliations. Mais nous ne le pourrons pas. Parce que nous avons voulu le droit pour tous. Et Macky Sall est un Sénégalais qui a droit, n'est-ce pas, à tout. Il a droit de jouir de ses droits civiques. Là, moi, c'est même pas envisageable. Parce que déjà, la haute cour de justice est en place. Il suffit juste de l'inculper et de lancer un mandat d'arrêt international. Maintenant, dans ce cas, on va voir. Si le Maroc ne va pas accepter de le livrer, il y aura des voies diplomatiques. Et on verra ce que demain sera. Mais en tout cas, avant que de faire quoi que ce soit, la haute cour de justice, d'abord, doit avoir des éléments de preuve, les députés, qui constituent les 8 députés titulaires, hein, et les 8 autres suppléants doivent d'abord se tarder vraiment à avoir des preuves concrètes pour chaque ministre poursuivi ou le président de la République. Parce que c'est un président de la République. On ne peut pas accepter qu'on l'inculpe pour des faits très fragiles, sans aucun fondement solide, sans aucune preuve matérielle ou preuve ou autre type de preuve. Mais le président de la République ne peut être jugé que par la haute cour de justice. Par la haute cour de justice, mais également sur haute trahison. Ouais, haute trahison. La haute trahison. La haute trahison, oui. La définition de la haute trahison est floue au Sénégal. Ouais, c'est pas flou. Hein. Nous sommes simplement au pays des flous. Même quand le droit est clair, on préfère donner nos propres idées en délaissant le droit. Voilà pourquoi le débat n'a pas trop de richesse, n'a pas de calories culturelles ni de vitamines intellectuelles. Hein. Nous sommes là, on nous donne du bourratif là. Vous savez ce qu'on appelle bourratif en termes d'alimentation. Hein? C'est quoi le bourratif? Aïe manioc, aïe ignam. C'est des bourratifs. Hein? Généralement, moi, ils sont consistants mais pas trop riches et en matière de vitamines, de calcium et tout. Moi, nous avons des bourratifs. Quoi. Donc, la presse même ne fait que nous donner des bourratifs qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de richesse, comme je dis, culturelle ou bien politique ou autre chose. Parce que mais quand le droit est clair, on n'a pas besoin de ton imagination. On n'a pas besoin de ta sensibilité. Disons le droit et passons à autre chose. Mais le président de la République, on lui a réservé, n'est-ce pas, l'appellation de ces infractions. Et la haute trahison n'est rien d'autre que l'infraction du président de la République. Parce que moi, je ne peux pas faire une haute trahison. Toi, tu ne pourras pas le faire. Le ministre même ne le pourra pas. Le président de l'Assemblée ne le pourra pas. Qui donc le peut? Le président de la République. Donc, le président de la République, au regard de la Constitution, on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, le président, pour l'inculper d'une infraction quelconque, ça s'appellera haute trahison. Parce qu'il est le président de la République. Attention, le garant
des institutions, le gardien de la Constitution, la clé de voûte des institutions, le chef suprême des armées des armées. et de l'administration. Ah, alors écoutez, ce gars-là se doit d'être parfaitement clean. On a mis à sa disposition, dans tous les domaines conjugués de la vie humaine, on a mis à sa disposition ces différents conseillers pour qu'ils puissent se comporter dans tous les domaines de la vie de l'homme. Quand il s'agit du football, il a un conseiller spécialisé au football. Il veut aller dans le Ndaourabine, il a un spécialiste traditionnel spécialisé au Ndaourabine. Il veut venir en Casamance, danser avec nous le Djambadon. Il a un manding qui connaît très bien la culture manding, qui lui donnera la posture à adopter. Donc le président, avec tous ces moyens qu'on lui a confiés, on a pris notre liberté, on le lui a confié. On lui a confié notre sécurité, notre économie, notre santé. Tous les privilèges. On a tout, mais au-delà même des privilèges, je suis dans les responsabilités. Diouf, toi et moi, on a pris notre liberté, notre économie, notre santé, notre sécurité. On a confié ça à une seule personne qui s'appelle Le président de la République. Maintenant, c'est au président de la République de reprendre ses responsabilités, de les redistribuer à travers d'abord son gouvernement, son administration et ses forces armées. Donc ce gars-là, on ne peut pas lui permettre de violer des lois qu'il est censé défendre. C'est pourquoi les infractions du président de la République sont appelées haute trahison. Parce que c'est la personne haute de la nation. Ces infractions seront les plus hautes de la nation aussi. Ça c'est clair. Le Sénégal a l'expérience même de juger un président, parce qu'on a jugé ici le président Hissène Habré. Bien sûr, et c'est Macky Sall qui était l'initiateur. l'initiateur. Est-ce que c'était difficile de juger Hissène Habré ici? Hissène Habré, on a respecté sous ses droits. Il a utilisé un plan de défense assez particulier, basé sur la table rase, basé sur la chaise vide. Avec ses avocats, ils se sont battus à peu près pendant 1 an ou pendant 2 ans, avant que sa condamnation ne soit définitive. Malgré tout, on a respecté ses droits. Il était confortablement mis dans sa je vais dire, voilà, dans sa cellule. Et on va dire cellule, mais c'est un appartement. Parce que c'est un président de la République. Il détient toujours, même en prison, il détient des privilèges que le citoyen lambda n'a pas. Voilà pourquoi on ne peut pas tolérer cette personne-là. On lui a tout donné. Tout. Même, madame, il n'a même pas besoin de penser à ses enfants. Quand ses enfants sont malades, toi tu es malade, moi je suis malade, on nous laisse mourir et on soigne ses enfants. Voilà la triste réalité. Quand lui, il a besoin de ces médicaments-là, lui, Macky Sall, moi et ma famille en ont besoin, on va attendre. Il boit, il guérit et après on pensera à moi. Voilà pourquoi quand il passe, même quand j'ai un contrat de 10 milliards à signer dans 5 minutes, je vais perdre ces contrats, mais je vais m'arrêter et le laisser passer. Alors ce gars-là se doit d'être parfaitement parfait. Dans ses actes, je dis. Je ne dis pas dans ses idées, mais dans ses actes, il doit être parfait, parce que s'il ne sait pas, il a des gens qui savent, qui sont là pour lui donner la bonne conduite, la bonne parole. C'est pourquoi tout dérapage, aucun dérapage ne lui est permis. Rien ne lui est pardonné. Quand il fait une faute, on prend ça comme une catastrophe. Quand il dérape un peu, c'est une catastrophe. C'est ce qui est arrivé lui-même à Macky Sall quand il est arrivé maintenant à menacer le peuple, à parler de manière vulgaire au peuple. Mais ce fut une catastrophe. Vous avez vu comment les gens se sont indignés. Parce que c'est inacceptable. Mais si c'était moi qui avais fait des menaces pour le peuple sénégalais, mais personne ne va même penser à moi. Parce que c'est la personne morale de la nation. Rien ne lui sera pardonné. Et je crois que dès que la haute cour de justice a les éléments de preuve réunis suffisamment, ils déclencheront la procédure et nous assisterons à la suite de l'événement. Mais M. Gassama, depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, il y a eu 5 présidents de la République. Alors, on
n'a jamais jugé un président de la République. Et si c'est une première fois pour le cas de Macky Sall, mais on dira. Ça veut dire quoi? Mais ça veut tout simplement dire, tout commence par un. Mais au début de la prison, il a fallu le premier prisonnier. Et pourtant, les autres ont faudé. Non, ils ont bon, écoutez, parce que... Si on retrace l'histoire... Oui, oui, mais il faut savoir que... On fouille l'histoire. Non, bien sûr, bien sûr. Tous nos présidents ont été coupables, il faut le dire. Ça, c'est clair et net. Mais ils ont eu une chance que Macky n'a pas. Senghor a eu la chance de mettre son point. Alors, je fais le ménage. Diouf a travaillé avec Abdoulaye Wade. Ils se sont toujours chamaillés. Il y avait eu des intérêts politiques qui se heurtaient au Sénégal. Des dérapages. On retenait Abdoulaye Wade, qu'un mois, 2 mois, on le laissait partir. On lui a jamais on l'a jamais empêché d'aller aux élections. Il a même travaillé dans le gouvernement Diouf. Pas une fois, pas 2 fois. Donc Diouf a eu la chance d'être remplacé par Abdoulaye Wade. Ils se sont quittés à bon terme. Abdoulaye Wade a fait le ménage. Abdoulaye Wade aussi a eu la malchance, bien sûr, d'avoir comme successeur Macky Sall. Parce que dès à présent, c'était le premier qui a emprisonné le premier fils d'un président. N'oublie pas que c'est aussi la première fois. La première fois qu'un fils de président sénégalais soit emprisonné au Sénégal par la justice sénégalaise. Ce fut la première fois. Mamadou Dia, quand Senghor jugeait Mamadou Dia, c'était le premier président du Conseil. Aujourd'hui, on peut prendre l'équivalence un peu par le président de l'Assemblée nationale. Et Mamadou Dia fut le premier à être jugé par Senghor. Abdou Diouf a aussi fait l'un des premiers pas dans la justice sénégalaise en appliquant des peines de mort. Lui aussi, ce fut pour lui aussi sa première part, la première fois. Abdoulaye Wade aussi a eu une première fois. Pour la première fois, un premier ministre fut inculpé et jeté en prison. C'était Idrissa Seck. Bien sûr. Tout à fait. Alors, Macky Sall aussi a fait un nouveau pas dans la justice sénégalaise en emprisonnant un fils de président pour la première fois. Donc il y a une ascension. Ouais, ça je veux dire... Pour enfermer les autorités. Mais bien sûr. Regardez. C'est comme... Après le Premier ministre, c'est le président. Mais bien sûr. Hein. C'est une suite logique. Bien sûr. Si c'était les mathématiciens, ils vont dire que ça, c'est une suite logique. Surtout un Premier ministre qui a lui-même à travailler avec ce président même. Ils vont tous goûter à la prison. Bon, si malheur est. Parce que nous souhaitons du bien aussi pour des autorités sénégalaises comme eux. Mais parlons maintenant de Macky Sall. C'est lui aussi qui a franchi pour la première fois un pas que aucun président n'a osé franchir. Macky Sall l'a osé. Il s'est armé pour ça. Il a recruté des nervis pour ça, aux yeux de tous. C'est là où j'ai répugné vraiment la presse sénégalaise, qui a cédé à la peur de Macky, à la pression de Macky, à ne pas faire son devoir devant le peuple. On pensait que la presse était le reflet de la nation. La presse n'a pas joué véritablement son rôle, vous voulez dire? Non, parce que nous pensons que la presse était le reflet de sa société. Non, ce n'était pas le cas. Nous pensons que la presse est la voix du peuple. On s'est rendu compte que ce n'était pas pareil. Est-ce que c'est toute la presse? Non, quand je dis la presse, c'est en général. De manière générale. Oui. Ils sont partis, de manière générale, ils sont partis, bon, avec beaucoup d'attention. Pourquoi je le dis? Il a fallu RFI, Le Monde, qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir jusqu'au Sénégal, pour faire un reportage sur ça et démentir la police nationale. C'est là la faute de la presse. C'est là la faute historique de la presse. Ce n'est pas un étranger qui devrait faire ce travail-là. C'est là où la presse aussi devrait prendre son courage en 2 mains, attacher sa ceinture, descendre et ressembler à son peuple. Mais ce jour-là, la presse ne ressemblait pas au peuple.
Et j'entends souvent les journalistes le dire. Le journalisme est le reflet de la société. La presse est le reflet de sa société. Ah non, non, non. En 2021 jusqu'en 2023, au Sénégal, la presse ne reflétait pas sa société. La presse pensait à elle-même. La presse tâtonnait dans son existence en ayant peur des représailles de l'État. Macky Sall, pendant qu'il appliquait... Nous avions une presse corrompue, vous voulez dire. Mais persécutée même, attaquée. Une presse bâillonnée. Qui n'a pas véritablement joué son... Qui succombe à la corruption. Vous savez, la corruption, on ne débute pas avec la corruption. Les stratèges ne débutent jamais avec la presse et avec la corruption. C'est une chaîne à suivre. C'est un processus. Macky était dans les sombres idées de Machiavel, qui disait qu'il faut bâillonner la presse, contrôler les hommes de religion et apeurer le peuple pour assurer et maîtriser le pouvoir. Et toutes ces méthodes-là, on les a ressenties. Macky Sall les suivait à la lettre. Allez relire le Prince de Machiavel. Vous allez penser que c'est Macky Sall qui a écrit même le Prince. Il suivait les sombres idées machiavéliques de pas à pas. Regarde, il a réussi. Entre 2021, lorsqu'il a reçu sa première défaite, il s'est donc ressaisi pour se réarmer et revenir en outrance. Et il l'a fait. Quand il est revenu en outrance, la presse s'est retirée de la scène. La presse s'est tue. La presse s'est accommodée. La presse a accepté même qu'on bâillonne sa liberté d'informer et de former l'opinion publique. La presse a cédé à sa liberté par peur, par corruption, par persécution, par bâillonnement. Toutes les maisons de presse n'ont pas les mêmes pressions. Certains ont été corrompus, d'autres ont été persécutés. Les uns et les autres, par des intérêts économiques, ont été bâillonnés. Et ils ont cédé. Il a fallu la presse étrangère pour étayer et démentir la police nationale qui a voulu, au su et au vu de tous, manipuler des images qu'elle n'a pas prises. Parce que la police nationale n'avait même pas pris les images qu'elle diffusait. C'était les uns et les autres. C'était les populations. C'était des citoyens. Certains qui se sont tus dans leur appartement, les uns et les autres dans leur chambre, les autres dans leur balcon, hein? Certains dans les terrasses, ont pris et ont participé au combat en filmant les événements, en les diffusant massivement dans le net et pour prévenir aussi l'opinion internationale. Qu'est-ce que Macky a fait? Il a recruté des nervis au-dessus de tous. Ici, des nervis qui prenaient départ au siège de l'APR. Les images sont là. Mais la force des défenses en ce moment-là? Complice. Parce que Antoine Diome, qui était le ministre de l'Intérieur, avec le gars là, avec le directeur de la police nationale, avec Moussa Fall, le général, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, ben écoute, ils se sont regroupés pour mettre un plan d'action. La police avait une responsabilité. Les CNRV là ne peuvent pas intégrer la police. Ils l'ont tenté d'ailleurs et ça a mené un tollé. La gendarmerie a refusé carrément de recruter des jeunes pour les mettre dans la gendarmerie et pour pouvoir maintenir l'ordre. La gendarmerie a dit net. Seule la police a accepté quelques 5000 civils pour renforcer son dispositif. Alors, on a vu des nervis sans tenue avec des armes à feu, des armes automatiques. Et les images sont là. Des fusils à pompe. On a même vu un policier qui s'est positionné en tireur d'élite. Ici au Parcelles Assainies, les images sont dans le net. Il a descendu le jeune qui n'avait que son drapeau qu'il hissait au sommet pour montrer la beauté de vert blanc, de vert jaune rouge. Et tout ça doit être étayé, mis sur la table, étayé pour que les Sénégalais ou bien l'opinion internationale... Nous ne trahirons jamais, nous ne trahirons jamais l'esprit de ces jeunes-là qui se sont battus pour mener cette révolution. Et ils sont tombés dans cette révolution. Nous ne commettrons pas l'erreur de Senghor pour laisser, n'est-ce pas, les héros de la nation. Non, nous allons commémorer l'esprit de ces jeunes-là qui sont morts. Nous allons les hisser au sommet, n'est-ce pas, de la gloire de notre nation.
Nous allons les enseigner dans les écoles. Nous allons les enseigner dans les universités. Nous porterons leur voix dans le monde entier pour montrer que le Sénégal s'est battu dans les moyens les plus proportionnels pour lutter pour sa démocratie, mener son pays dans une révolution pacifique qui a amené au pouvoir des révolutionnaires, des patriotes, des panafricanistes et pour tout à fait changer l'ancien système. Donc si Thiaroye 44 a été célébré, certainement un jour, ces victimes seront célébrées. Mais bien sûr, c'est ce que ce gouvernement patriotique a voulu faire pour rattraper l'histoire qu'on devrait perdre. Mais malheureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons mis cette journée nationale des tirailleurs. Désormais, ça ne s'arrêtera plus. Et au fur et à mesure, nous allons inviter des Africains, nous allons inviter des panafricanistes, nous allons inviter des diplomates africains dans le monde entier pour venir ensemble nous rappeler de cette ignominie que la France nous a infligée, cette lâcheté que nos grands-pères ont subie. Et pourtant, les sauveurs de la France. Maintenant, cette bravoure, nos petits-enfants doivent être au courant que ce sont vos arrière-grands-parents qui ont sauvé la France pendant que les enfants de la France ont déserté la France, pendant que De Gaulle, qui est appelé le sauveur de la France, a déserté la France et s'est tué, n'est-ce pas, en Angleterre avant de se retrouver au Congo ici. En tout cas, les tirailleurs étaient sur le front et jouaient le premier. Ils étaient en première ligne. Ils étaient en première ligne. Et c'est là que prend départ la désillusion des Africains face à l'immense du blanc. On le croyait fort, on le croyait courageux, on le croyait déterminé. Au-delà de toute considération, on a pu retenir du blanc un poltron, un pleurnichard, un fuyard devant le danger, un fuyard devant la mort. Nos ancêtres ont toujours refusé de fuir, même devant la mort. Rappelons-nous, M. Diouf, rappelons-nous en guise d'illustration les femmes de Talaï Tender. Devant la peur et devant la mort, elles ont accepté de mourir au lieu de servir les morts qui leur réduiraient à l'esclavage sexuel, à l'esclavage indigne. On me dit, mais on ne me déshonore pas. C'est parce que ce sont nos femmes, nos mères, nos grands-mamans qui ont d'abord montré cette voie de la gloire à leurs petits-fils qui furent l'armée sénégalaise avant de prendre ce slogan pour en faire vraiment le slogan de notre armée. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Et ce sont les femmes de Talaï Tender qui ont exécuté, n'est-ce pas, cet honneur. Et nous ne les oublierons pas. Mais Diouf, lu jigéen yi bañ la góor yi nangu. Non, c'est l'image des tirailleurs. Les femmes là-bas ont préféré mourir que de partir avec leurs oppresseurs qui étaient les Maures. C'est ce que les tirailleurs ont accepté. Ils ont préféré partir avec la France que de mourir sans partir. Voilà, c'est pour encore rendre hommage à nos femmes, hommage à nos mamans. Elles ont toujours montré la voie du courage, de la détermination, de l'honneur de leur peuple, à l'image de Yassine Boubou, à l'image de Aline Sitoé Diatta. Voilà des femmes. Bien sûr, voilà les femmes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi ce sang chaud qui refuse l'humiliation, qui refuse la soumission, s'est réveillé depuis 2021 jusqu'en 2024. Des gens encore ont refusé l'humiliation, ont refusé la traîtrise et se sont battus contre vents et marées, dans le sang et dans la mort, pour libérer le Sénégal dans le joug de ceux qui voulaient asservir les Sénégalais. Et la révolution n'a pas atteint son terme. La révolution a gagné sa première bataille. C'est de venir au pouvoir, là où on prend les décisions. Et la politique générale montrera la voie. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Youssouf Gassama, qui est professeur de lettres, également analyste politique et membre à part entière également du parti PASTEF. M. Gassama, on va changer un peu de tempo, de sujet. Alors, revenons sur le discours du président de la République. Alors, il a parlé d'abord de la Casamance dès son entame. Alors, selon vous, en tant qu'originaire de cette région,
il a parlé du plan Diomaye pour la Casamance. Ça vous dit quoi? Alors c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que je me rappelle en 2019 quand Sonko était parti à Bignona pour faire sa campagne électorale. Il disait à la population de Bignona que ne votez pas pour moi parce que je suis votre parent. Ne votez pas pour moi parce que je suis Diola. Ne votez pas pour moi parce que je suis Casamassé. Mais votez pour moi parce que je suis un Sénégalais qui a la même vision que vous et que vous adhérez dans cette vision et qu'ensemble nous luttons pour la liberté de cette nation. Ça, c'est la première rubrique de son discours. Et à la fin, il a dit, concernant la crise casamassaise qui a longtemps jeté Casamance dans la misère, l'indigence et le calvaire, qui a fait de la Casamance un lieu où les investisseurs ne viennent pas, un lieu qui n'est pas prospère, alors plein de richesses naturelles renouvelables. Quand on parle de richesses naturelles, on pense directement à l'or, le diamant, le fer, phosphate, le pétrole, le gaz, le lithium, etc. Les ressources minières. Oui, ça ce sont des ressources minières qui font partie d'un grand ensemble de ressources naturelles. Mais que pensez-vous des mangues? Que pensez-vous des oranges, des fruits sauvages? Ce sont aussi une richesse naturelle qui est renouvelable. Donc, dès lors que M. Sonko, le Premier ministre, a compris cela, il a dit à la population de la Casamance, si je suis élu, je vais aller au champ, dans la forêt, au-delà des lianes, des palmeraies et la forêt. J'irai vers mes frères de la limite partisane et je leur tendrai la main. Ils me donneront leur main. Nous viendrons ensemble rejoindre la grande famille qui est le Sénégal. Voilà ce qu'il a dit. Parce que ce sont mes parents, parce que ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes parents et tout. Parce que nous sommes tous Casamassés. Certainement, il y a des Gassama dans le maquis. Certainement, il y a des Sonko dans le maquis. Certainement, il y a des Kamara, il y a des Djedjou, il y a des Sambou, peut-être. Qui sait? Mais nous sommes tous des Casamassés. Alors, la voie de la paix en Casamance, pour l'instant, ce que nous sentons, c'est que le nouveau gouvernement n'opte pas pour la voie de la violence, mais opte pour la paix des braves, pour la réconciliation et la réparation, la reconstruction et l'émergence. Voilà comment on règle un conflit. Au Sénégal, nous avons fait ce qu'on appelle une diplomatie hypocrite. Voilà pourquoi nous avons la plus vieille rébellion d'Afrique noire. Mais vous vous rendez compte, cette rébellion, comment nous pouvons faire avec nos savants, avec nos intellectuels? Comment on a pu traîner ce conflit depuis 1982 jusqu'en 2025? Comment? Même les plus sanguinaires rébellions se sont tues à un certain moment. Regardez les FARC en Colombie aujourd'hui, mais regardez l'Angola avec le Frélimo, mais regardez Libéria avec les Charles Taylor, mais regardez la Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro, mais regardez le Biafra, mais même les plus grands, mais regardez le génocide de Rwanda, l'apartheid en Afrique du Sud. Mais toutes ces guerres qui sont encore plus sanguinaires se sont tuées à un certain moment par la résolution, par la réconciliation, par la réparation. Mais pourquoi le Sénégal, qui porte la voix de l'Afrique dans l'international, dont la diplomatie est inégligeable, dont le savoir-faire, la connaissance, l'éducation, l'enseignement supérieur est choyé en Afrique et convoité en Afrique. Même nos militaires sont convoités par l'ONU. Mais c'est le premier pays donateur. C'est le premier pays donateur de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Nous sommes pratiquement dans toutes les missions onusiennes en Afrique. Alors comment on peut ne pas pouvoir régler notre propre conflit alors que c'est l'armée sénégalaise qui a chopé le plus grand rebelle de l'Afrique noire, que l'on appelle Charles Taylor? C'est nous qui l'avons attrapé, livré à la Cour internationale de la Sierra Leone. Mais maintenant, pourquoi nous
nous ne pouvons pas régler notre propre conflit, qui est encore plus passif. Nous avons le plus grand... Notre rébellion est passive. Hein? C'est une rébellion passive au regard des autres rébellions qui ont sévi dans l'Afrique. Mais regardez, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors comment on peut ne pas régler ce conflit si nous sommes francs? Si nous voulons vraiment la paix. Ce que les gens n'ont pas dit, c'est que dans tous les pays où il y a une rébellion, ces pays bénéficient d'un don de près de 100 milliards par an. Vous voyez que ça fait beaucoup, hein? 100 milliards de dollars pour des résolutions de conflits. Alors c'est un prétexte pour les indignes de dilater le conflit. Et c'est ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a compris. Mais bien sûr, il l'a compris. Et si vous lisez pour l'honneur de la gendarmerie du colonel Ndaw, mais il a dénoncé ces magouilles là dans la chronique d'une... Non, je dis chronique d'une spoliation. Mais dans son œuvre, pour l'honneur de la gendarmerie. Mais il a montré le général Moussa Fall. Non, Ablaye Fall. Ablaye Fall. Moussa Fall était le bras de Abdoulaye Fall. Si vous vous rappelez bien, dès la nomination de Moussa Fall, Ousmane Sonko a fait une conférence de presse pour montrer pourquoi Moussa Fall a été nommé. Mais c'était pour montrer le rapport de Moussa Fall avec l'indigne général que l'on appelle Abdoulaye Fall. Il était le gendarme, il était l'ambassadeur du Sénégal au Canada. À la publication de ce livre, Macky Sall l'a rappelé et l'a démis de ses fonctions. Parce que les accusations étaient très graves et personne n'a pu démentir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce conflit, je crois que ça manque de volonté. Ça manque de volonté et de sincérité. Mais ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas régler. C'est parce que ce n'est pas un problème. Si on ne peut pas le régler, c'est parce que ce n'est pas un problème. Donc si c'est un problème, on peut le régler. Et par deux manières. Tout simplement. Comme dans tous les conflits. Quelles sont ces deux manières? D'abord, la meilleure, la plus convoitée, c'est la négociation, la discussion, le pardon, la paix des braves et la réconciliation. Voilà le plan A. Et c'est le plan le plus convoité. Et ce nouveau gouvernement est venu avec ce plan-là. C'est rétablir d'abord les villageois dans leurs terres, mettre des institutions de proximité, financer des projets de développement, permettre à ces populations de se sentir chez eux, discuter et amnistier. Voilà là où l'amnistie est au service de la nation. C'est quand c'est l'intérêt de la nation, mais pas l'intérêt de quelques individus qui veulent se protéger, qui veulent se défaire de la justice qui ont dilapidé les biens de ce pays-là, martyriser les citoyens, appauvrir beaucoup de citoyens dans ce pays, fermer les universités pendant toute une année et après vouloir se taper une belle sortie, protéger leurs arrières et aller vivre bellement avec leurs familles. Alors nous ne voulons pas de ce genre d'amnistie. Pour la Casamance, nous sommes pour l'amnistie. L'amnistie de tous ceux qui se sentent coupables. Mais demandez le pardon. Le Sénégal demande le pardon à l'MFDC. L'MFDC demande le pardon à l'État du Sénégal. On se pardonne, dur que soit-il, on se pardonne, on se donne la main. On se donne la main. On se donne la main et on opte pour le bien de tous. C'est là que la reconstruction va aider à la paix. Comment la reconstruction aide à la paix? Il faut faire tomber les arguments de la rébellion. Quels étaient les arguments quels sont les arguments des rebelles? Isolés, délaissés. Et les enfants de la Casamance n'ont pas beaucoup de privilèges dans le pays. Ils ne gardent pas des postes aussi importants, des responsabilités beaucoup plus élevées. Dans l'armée, les fils de la Casamance ne sont jamais chefs d'état-major général, ne sont jamais haut commandant de la gendarmerie nationale, ne sont jamais général de l'armée de terre, ni de l'armée de mer, ni de l'armée de l'air. Ils ne sont jamais premier ministre, ils ne sont jamais président de la République. Vous voyez, voilà les arguments des rebelles et qu'il faut faire tomber. Ça facilite la discussion. Il n'y a plus raison d'être. Aujourd'hui, le Sénégal a franchi le plus grand cap. Il ne reste plus rien. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que les fils de la Casamance sont marginalisés au Sénégal. Parce que le plus aimé
est de la Casamance. Le plus aimé des Sénégalais est de la Casamance. Aliou Cissé est de la Casamance. C'est le fils de la Casamance qui a amené la première coupe d'Afrique au Sénégal. Sadio Mané, qui est l'une de nos plus grands football et de nos plus grandes stars, est de la Casamance. On peut prendre beaucoup de personnes. Les Alioune Boukal sont de la Casamance aujourd'hui. Hein? Si nous prenons aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités même. Alors aujourd'hui, cet argument va tomber. Et après, nous proposons un plan de développement pour la Casamance. Et c'est les Casamancés eux-mêmes qui vont dire hey, nous ne voulons plus de cet MFDC. Aujourd'hui, on le dit. Hein. Le MFDC, on ne veut plus de MFDC. La Casamance a tiré la part du lion. Ah, mais bien sûr. Il y a un programme spécial pour la Casamance. Le plan Diomaye pour la Casamance. Et si la Casamance est bien maintenue, on disait même que la Casamance est le grenier du Sénégal. Mais en réalité, c'est la partie la plus pluvieuse au Sénégal. Ça, c'est déjà révélateur. C'est là où il y a plus de forêts. C'est là où il y a plus de forêts touffues, hein, je te dis. Je ne te dis pas de forêt tout simplement, mais de forêts touffues. Madame, il y a des lieux, il y a des zones dans la forêt. Si tu mets tes pieds là-bas, madame, tu vas te croire à 14h, tu vas te croire à 22h. Tu es obligé d'allumer une lampe torche parce que tu ne vois pas le soleil. Et je dis le soleil. Et les arbres sont croisés entre eux, de sorte que tu ne vois même pas le ciel. Une richesse immense pour la mais tu ne vois même pas le ciel. Même à 14h, il fait sombre sous les bois. C'est pour te montrer la richesse, la terre fertile de la Casamance, la Casa di Mansa. De toute façon, si on parvient à faire la jonction du nord au sud, parce que la vallée du fleuve Sénégal également regorge des potentialités extraordinaires. Alors si on réussit à exploiter les potentialités économiques de ces deux pays, faire la jonction, n'est-ce pas, on pourra espérer un développement. Et c'est comme ça, bien sûr, qu'on l'a fait, parce que si vous regardez le master plan de 2024 à 2029, on a pris la Casamance comme un pôle de développement. C'est une pôle de développement qu'on faut mettre en place, et c'est pour développer toute la Casamance en matière d'agriculture, en matière d'élevage, en matière de maraîchage. L'industrie déjà, et l'industrie de la Sonacos déjà commence quand même à battre de l'aile. Et bon, je dis battre de l'aile, commence à travailler rigoureusement. Déjà en 6 mois, ils ont fait ce que Sonacos n'a pu faire 2 ans. Donc, il faut voir l'écart. C'est déjà, on a commencé, la Sonacos commence à travailler en outrance. Ils ont commencé à produire de l'huile. Et déjà à Ziguinchor, la commercialisation a commencé. Nous déjà, par l'esprit patriotique et par le consommé local, déjà on a fait focus. Hein, mais c'est très strict. C'est pour vous montrer combien de fois ces autorités sont contre la corruption et la surfacturation. Ils ont centralisé les achats. Et si tu vas à la Sonacos de Ziguinchor, pour acheter même un carton d'huile, il te faut aller payer à la banque. Tu vas à la banque, tu payes là-bas, et le bureau central de Dakar, on t'envoie immédiatement un reçu. C'est ce reçu-là que tu amènes à la Sonacos, tu leur donnes, ils te donnent ton carton d'huile, tu t'en vas. En tout cas, ils posent des actes. Et pourtant, la Sonacos était même d'habitude, les gens qui sont nommés à la Sonacos étaient les premiers des biens publics. Alors ça, c'est des actes vraiment à saluer. Alors, le dernier point, parce que l'on me signale que le temps est presque épuisé. Alors, revenons un peu sur la déclaration. Vous résumez simplement de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Bon, on aura le temps d'exploiter tout ce qu'il a dit une autre fois, mais j'ai constaté l'absence de M. Amadou Ba, numéro 1, et ensuite de Cheikh Omar Anne, de Farba Ngom, surtout de Farba Ngom et de Cheikh Omar Anne, qui était, et de l'homme d'affaires également, Abdoulaye Sylla. Alors,
une journée aussi importante que cette journée-là, la déclaration de politique générale, et on note ces absences-là. Quelle appréciation faites-vous? Bon, déjà, ce sont des absentéistes. Ils n'ont même pas attendu la déclaration de politique générale. Ah, mais bien sûr, c'est des gros calibres de l'ancien système. Et en réalité, et cela montre vraiment leur ambition dans l'Assemblée nationale. Parce qu'il était déjà clair dès l'entame des activités politiques à la quête de la législature. Il était donc clair que ces gens-là ne sont pas venus pour rester et demeurer à l'Assemblée nationale. Mais nous avons tous l'impression et la conviction que ces gens-là ne sont venus que pour se protéger et pour se doter d'une humilité parlementaire. Et cela se fait voir par leurs actes, parce que même dans les réunions de bureau, ils sont taxés de fuyards. Ce sont ces mêmes personnages que vous venez de me citer, ce sont ces mêmes personnages qu'on taxe de fuyards à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ne viennent même pas représenter leur législature dans même là où ils sont censés être pour défendre le peuple. Et nous ne pouvons tirer qu'une seule conséquence à cet absentéisme à l'Assemblée nationale. C'est d'abord, les députés doivent commencer à penser à eux-mêmes. Avant de faire des législations pour le peuple, il faut d'abord t'assurer de ta bonne mise. Il nous faut une loi qui interdise totalement l'absentéisme à l'Assemblée nationale. On peut dire celui qui s'absente 3 fois successifs, tu es immédiatement remplacé. Parce que, écoute, on ne peut pas te payer 1 300 000 francs. On te donne 1000 litres d'essence par mois. Tu as toutes les indemnités de logement, de déplacement, tout. Ta femme a un passeport diplomatique. Si tu en as 2 comme certains parlementaires patriotes qui ont deux femmes, les 2 femmes auront 2 chacune et un passeport diplomatique, plus toi le député. Ça coûte cher là. Alors, il y a certaines légèretés dont nous ne pouvons pas nous permettre à l'Assemblée nationale. On ne veut plus d'une législature qui n'est là que pour la comédie, comment je vais dire, la comédie ludique, qui n'est là que pour le ludisme. Mais est-ce que aussi, parce que ce sont des gens qui ont été mouillés dans des affaires de gestion, alors est-ce qu'ils refusaient l'humiliation que attends, monsieur Diouf. Devant cette assemblée-là, vraiment. Attends, monsieur. Il fallait. Mais monsieur Diouf. C'est des représentants du peuple, donc ils devaient normalement être là quand le Premier ministre fait sa déclaration. En réalité, c'est ça la bonne posture à prendre. Parce que tu as demandé la voix des Sénégalais et les Sénégalais ont pris le soin de te donner leur voix pour que tu ailles les représenter à l'Assemblée nationale. Je crois que nous n'avons pas la culture de considérer l'Assemblée nationale, même à sa juste mesure, même à son juste titre, de son importance. Nous méconnaissons l'importance de l'Assemblée nationale. Mais je te jure que c'est le lieu le plus important d'une république. Parce que, écoute, c'est la deuxième institution. Mais regardons. C'est là où on vote les lois. Mais à la limite même, même la première institution n'est pas plus importante que la deuxième. Mais c'est là où on légifère. Tout à fait. Même les lois qui engagent le président sont votées dans le Parlement. Alors, je ne vois pas. Ils ont un droit même de regard sur ce que fait l'exécutif. Mais c'est pour vous dire encore l'importance du Parlement. Madame, c'est là où on a confié les seules choses qui nous fait homme, c'est-à-dire la liberté, notre droit et notre devoir. Mais si on te retire de ton droit et de ton devoir, tu deviens un animal. Tu deviens un animal. Donc, c'est les 2 facettes de l'humanité qui sont plus importantes dans notre vie qu'on a confiées à l'Assemblée nationale. On ne doit plus permettre maintenant l'absentéisme dans l'Assemblée nationale. Maintenant, leur absence ne nous révèle qu'une seule chose, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas l'intention de représenter le peuple à l'Assemblée nationale, mais ils se sont habillés du boubou et comment je vais dire parlementaire pour se protéger de leurs crimes, de leur culpabilité.
de leur négligence et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et ceci, mais l'humilité parlementaire n'est pas éternelle. Il suffit juste de lever et on a les matériels pour les lever. Si toutefois, comme je le dis, si toutefois inculpés de manière responsable, avec des preuves non négligeables, eh bien on va procéder à enlever vraiment l'humilité parlementaire et pour que justice soit faite. En tout cas, la reddition des comptes, est une demande sociale. La reddition des comptes est un signal que nous envoyons même à nos enfants de demain, même aux dirigeants de demain. Si aujourd'hui nous parvenons à emprisonner tous les ministres qui ont détourné de l'argent du contribuable, si on parvient à forcer ces ministres-là de payer tout ce qu'ils ont dérobé, nous envoyons un signal fort aux futurs dirigeants et aux dirigeants contemporains même, qui sont en service même. Aujourd'hui, s'ils sont quand même parvient à inculper des ministres ici, et qu'on emprisonne des ministres ici, mais lui-même, excusez-moi, il se donne une leçon, hein? Tout à fait. Et il envoie un message fort à ses ministres. Il envoie un message fort à son président qui est Bassirou Diomaye Faye. Si aujourd'hui nous parvenons à inculper Macky Sall d'une quelconque infraction, nous envoyons un message fort à monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a appelé le Djoub, le Djoubel et le Djoubanti. Voilà. Merci. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions monsieur Youssouf Gassama, qui est professeur de lettres, un collègue également, qui est également analyste politique et membre du parti PASTEF. Monsieur Gassama, maître, merci d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement. Nous remercions nos chers auditeurs également. Nous saluons au passage le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, le rédacteur en chef Moussa Niang et tout le personnel de Océan FM. À la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci, M. Gassama. Merci.